Hello. Peggy Sue? Grandma. Grandma? How's my little girl been? Grandpa What's the matter, Peggy? very concerned about her. Peggy, what's up? It's Grandma. I can't talk. I'm sorry. Yeah, Mom, I'll call you back in a minute. It's Peggy. It's okay. I'll call you back. Peggy Sue, what is it? What happened to you just now? What is this all about? I dreamed that Grandma died. Oh, baby. No wonder you're so upset. She's getting on. It's true, but she's fine. I told her you weren't feeling well yesterday. She called to find out how you are. I love her so much. And I haven't seen her in so long. Grandpa Bonnie, is he all right? He's perfectly fine. You saw them at Easter. What's this all about, Peggy? I don't know. I forgot. I'll call her tomorrow. I'll apologize. Good girl. I hate to see you so upset. You're my angel. Peggy, I don't mean to be intrusive, but are you having problems with Charlie? You mentioned something this morning. A lot of things are confusing right now. Charlie's just one of them. Is Charlie pressuring you to do things you don't think you should be doing? What do you mean? Peggy, you know what a penis is. Stay away from it. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules of bubble mice. Yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 13, épisode 25. Cette semaine, émission nostalgie, trauma et deuil. Remontons dans un temps que les moins de 60 ans ne peuvent pas connaître. Le cinéma en ce temps-là accrochait tous les regards jusque sous nos yeux fatigués. Et si l'humble écran qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui me montrais des femmes nues. Et oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui allait mieux que les autres. Donc au programme ce soir, vous l'aurez compris, via cette introduction sibylline, donc émission de nostalgie, puisque nous allons remonter dans le cinéma des années 80 de Francis Ford Coppola, à l'occasion de la ressortie en DVD et Blu-ray chez Carlotta de deux films, d'abord Peggy Sue s'est mariée en 1985 et ensuite Jardin de Pierre en 1987. Donc deux films, notamment pour Jardin de Pierre, plus méconnus de la carrière de Francis Ford Coppola. Donc nous allons revenir sur ces deux films-là et sur la décennie 80 de ce cinéaste qui était assez particulière pour lui. Et pour parler de ce jeu programme autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest. Il y a Thibaut, bonsoir, carrément Forêt. Salut Thomas, salut à tous. Ça m'a fait tout bizarre là que tu m'aies appelé par mon prénom. Oui, moi aussi, Oh là, je me suis embrouillé, je suis désolé. Avec nous, donc, il y a aussi Justine. Bonsoir Justine. Bonsoir à tous. À la mise en son de cette émission, il y a Valentin. Bonsoir Valentin. Bonsoir. Le docteur Erwan ne peut pas être des nôtres ce soir car il a une fois de plus l'idée saugrenue de faire un déménagement. J'ai l'impression que ce garçon n'arrête pas de déménager ses potes. Vraiment, l'ami à avoir si vous avez des trucs lourds à bouger, puisque visiblement le doc aime beaucoup ça. Je ne sais pas ce qui se passe, personne n'a prévu de déménager dans les prochains jours. Non, c'est pas prévu pour le moment. De toute façon, même chers auditeurs, si vous avez besoin, n'hésitez pas à appeler le docteur Erwan Cadoret pour vous aider à déménager. Donc voilà, de toute façon, comme d'habitude, il n'y a pas vraiment de news parce qu'il ne se passe pas grand-chose dans le cinéma. Là, peut-être une réouverture mi-avril ou peut-être mi-mai, on ne sait pas. Parce que Roselyne joue un petit peu à cache-cache, ne voulant pas vraiment nous dire ce qui va se passer. Mais donc là, apparemment, elle était au théâtre de l'Odéon hier pour dire que peut-être il allait se passer des choses. Mais bon, vu que c'est la dernière au courant, un peu comme Jean-Michel Blanquer pour l'Éducation nationale, ça, c'est pas forcément la meilleure personne à interroger. Mais en tout cas, pour les semaines à venir, on a plusieurs ressorties DVD Blu-ray chez Sidonis, chez Carlotta, chez Artus. Donc on aura du John Ford, du Sidney Lumet, du John Huston, des Black Panther et donc plusieurs choses à se mettre sous la main. Ça risque d'être quand même assez
chatoyant et chamarré, en tout cas, voilà. Sinon, si est dispo en France depuis cette semaine, je crois, sur Amazon, le dernier film de Joe Carnahan, Boss Level, avec Franck Grillo et Mel Gibson. Donc voilà, c'est sur Amazon Prime. Je sais pas si on en parlera, mais en tout cas, le film est clairement pas terrible. C'est une cruelle déception. J'attendais quand même beaucoup mieux de Carnahan, qui revenait à faire du cinéma et des films d'action avec en plus Mel Gibson, et bon, finalement c'est quand même pas terrible, quoi. Ouais, c'est dommage. Oui, c'est bien dommage, parce que Joe mérite mieux que ça, et Mel et Franck Grillo aussi d'ailleurs, hein, parce que Mel Gibson a quand même commencé à bien enchaîner les merdes là depuis quelques années, donc il serait peut-être temps qu'il se remette un peu sérieusement au boulot, quoi. Comment ça s'appelait son film avec Adam je perds mes mots tellement le film était très mauvais. Un petit jeune qui partait à la guerre et qui s'éloignait de sa douce. Hacksaw Ridge. Non, c'était pas celui-ci, mais c'était très mauvais. Voilà. Donc on le mettra dans le. Nous étions seuls là. Non, mais parce que là, notamment, il a fait genre un Fat Santa, des trucs comme ça, enfin des trucs qui n'ont aucun intérêt. Oui. C'est dommage pour Carnahan, qui est un cinéaste qu'on a toujours défendu dans cette émission. Bah oui. Et qui est un cinéaste un petit peu Madeleine. Voilà. À chaque fois qu'il sort un projet, c'est à chaque fois on est bien content. Plutôt excitant. On est content de retrouver le même bon sur l'agence Tourisque, voilà. Super, l'agence Le Tourisque. territoire des loups, c'est super. Oui. Bref, en tout cas, moi j'étais en tout cas bien déçu de voir ça. Pourtant, le film, tu dis un concept plutôt pas mal et assez court, et finalement, même ça, ils arrivent à le rater, quoi. Bon, on va passer outre. Voilà, exactement. Donc, il n'y a pas d'information locale qui se passe, il n'y a rien de toute façon. Donc, on va passer à la section critique de cette émission. On va retourner dans les années 50 et donc tout de suite un petit extrait de Peggy Sue s'est mariée. And now, direct from 4 weeks of rehearsal in Walter's garage, 4 guys who have prided themselves on becoming the greatest singing group in the world, Walter, Leon, Terry, and Charlie, The Definitions. No, why I love you like I do. No, why I do. Don't know why I care. I just want your love to share. I wonder why I love you like I do. Is it because Charlie can really sing! Yeah, maybe he'll be the next Gian in the Belmonts. No, I wouldn't count on it. Oh, come on, where's your enthusiasm? like I do? I told my friends that we would never part. They laughed and said that she would break my heart. Oh, he really is kind of cute, isn't he? Oh, yeah. I think that we will part. We will part. He really loves you, too. You're so lucky. He's always telling Walter how wonderful you are. He is? Yeah. Carol and I saw you with that creep Richard Norvik today. First of all, he's not a creep. He's an exceptional person. You'd know that if you took any time. You were just taking pity on him because he has no friends. You know, if you weren't so neurotic and insecure, maybe you could shut up for a while and show some compassion. Are you for real? I don't know what you just said to her, but I wish I'd said it. Hi, Phyllis. Bye bye. Vous êtes toujours En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était un extrait du film de Francis Ford Coppola, Peggy Sue s'est mariée, Peggy Sue Got Married, film de 1986 qui vient de ressortir en DVD et Blu-ray chez Carlotta, donc dans édition simple ou sinon une supra giga édition collector avec livre, avec carte, et en tout cas le film est accompagné en bonus d'une analyse d'un peu plus d'une vingtaine de minutes, donc de Jean-Baptiste Torret, qui revient à la fois sur Francis Ford Coppola, sa situation, on va dire, au milieu des années 80, et comment est-ce que Peggy Sue s'est mariée se situe un petit peu dans sa filmographie.
Donc on va parler principalement de ce film-là et de l'autre qui ressort en même temps, donc de Jardin de Pierre, Garden of Stone, film qui signe l'année suivante sous le nom de Francis Coppola en 1987. Et donc on va revenir un petit peu sur le Coppola années 80 qui, donc à la fin des années 70, le voit un petit peu quand même comme l'un des patrons de la décennie du Nouvel Hollywood, donc après avoir enchaîné les deux parrains, Conversation secrète, et à la fin des années 70, son gigantesque Apocalypse Now, où là il est vraiment le maître du monde, mais comme beaucoup de ses petits camarades, au début des années 80, il va avoir une certaine folie des grandeurs qui fait qu'il va tomber de son piédestal. Pour Martin Scorsese, ce sera New York notamment, Spielberg, donc lui c'est plus à la fin des années 70, il aura 1941, mais lui il explose. Enfin, il réexplose plutôt en 1980 avec Les Aventures de l'Arche perdue. Et en 1982 en 82, Francis Ford Coppola signe ce qui pour lui devait être justement un peu l'avènement de son cinéma et de la manière dont il envisageait le cinéma, avec coup de cœur One from the Heart, film mélo hollywoodien, on va dire classique, mais qui serait filmé sous une forme vidéo avec des décors grandioses qui auraient été refaits dans ses propres studios, film grandiose à la volonté magnifique, mais qui se plante lamentablement comme une grosse merde au box-office et qui, une fois de plus, va mettre les studios de Francis Ford Coppola et sa carrière de metteur en scène et de producteur, puisque lui se voyait un petit peu justement comme un cinéaste total qui se voulait être producteur, qui voulait avoir ses propres studios, donc la Zoetrope qu'il avait fondée au début des années 70 avec George Lucas. Tout ça commence à se péter la gueule et une fois de plus, comme c'est arrivé assez souvent dans sa carrière, Francis Ford Coppola va presque être en banqueroute et donc va devoir enchaîner un certain nombre de films, certains qu'il ne voudra pas faire. En général, c'est plutôt les films qui signent Francis Coppola, qui pour lui sont les films qu'il considère comme les moins personnels. À l'inverse, les autres, il les signera sous le nom de Francis Ford Coppola. Et donc, il va opérer dans les années 80 un cinéma, on va dire, dont les thématiques seraient quand même considérablement tournées vers le passé, en tout cas vers son passé à lui et vers sa propre jeunesse, que ce soit avec la question des bandes de jeunes dans Rusty James et dans Outsiders, le cinéma et les opérettes qu'il aurait pu aimer quand lui était jeune avec Cotton Club, donc qui revient sur une certaine forme du cinéma des années 30, dans Peggy Sue s'est mariée, donc il remonte jusque dans les années 60, dans Jardin de Pierre, il retravaille la question du deuil et de la guerre du Vietnam, mais d'une manière un peu différente de ce qu'il avait pu faire par le passé, de fait de drames familiaux dont on va parler tout à l'heure. Et donc, un petit peu tout ça, il va revenir dans cette mouvance-là, tout en n'étant pas dans un truc passéiste, mais qui est clairement tourné vers le passé pour essayer de mieux réfléchir, je pense, à ses propres échecs à lui, dont il a été le témoin et l'acteur principal à la fin des années 70 et au début des années 80. Donc autour de cette table, vous avez vu aussi les deux films dont il va être question ce soir. Et donc on va revenir un petit peu sur la carrière de Francis Ford Coppola, années 80. Thibaut. Oui, alors, avant de rentrer dans le vif du sujet de ces deux films, il y a une question à laquelle il faut répondre, et une question qui me semble essentielle. Tu l'as dit, si on commence par Peggy Sue dans l'ordre chronologique, Peggy Sue est une œuvre de commande. C'est notamment Penny Marshall qui avait été associée initialement au projet. Le film lui a été refusé parce que les producteurs n'étaient pas très chauds à l'idée de confier à cette jeune réalisatrice qui n'avait pas encore signé de long métrage de cinéma d'initier ce projet. Donc Francis, le bon père Francis, récupère la bestiole. Faut savoir que le casting reste assez incroyable parce qu'on peut, au-delà de Kathleen Turner qui était une superstar à l'époque, on peut retrouver Jim Carrey ou Nick Cage qui fait partie de la famille Coppola. Et mais Nicolas Cage avait déjà commencé à faire des films avec son tonton notamment donc, dans Rusty James et puis dans Cotton Club. Et il faut savoir que c'est Tom Hanks et Sean Penn avaient longtemps été associés au projet avant de se voir débarquer et que Nick Cage reprenne un petit peu sa place, mais pour revenir donc du coup à l'origine et cette question essentielle, est-ce qu'un petit film de Francis Ford Coppola reste un grand film de cinéma? La réponse est bien évidemment oui. Quand on peut voir, alors Jardin de Pierre, moi j'en ai un souvenir très très lointain, mais néanmoins très très émouvant parce que c'est un film qui m'avait fait chialer comme une madeleine. Comme pas possible. Après, il y a le contexte aussi familial de Coppola qui irrigue
irrigue un petit peu cette destinée des années 80. Mais il me semble que derrière ces œuvres, on va dire de commande, Francis Ford met beaucoup, beaucoup de lui-même, et il met notamment beaucoup de lui-même en termes de mise en scène. Peut-être qu'on peut parler là-dessus. On peut partir là-dessus parce que il faut voir la virtuosité notamment de ce premier plan de Peggy sous ses mariés. Et je pense que là, on peut faire une JB. Hein, salut Jean-Baptiste, où en fait comment retravailler toute la figure du Coppola des années 80 au travers de ce seul plan-là, et de la question qui est essentielle, c'est qu'est-ce qui se cache derrière une représentation. Alors sans spoiler le film, hein, bien entendu, mais en fait on part sur un gros plan sur Nick Cage en train de jouer dans une publicité. Et la caméra recule un petit peu, s'élargit, et là on voit un petit peu la famille Helen Hunt qui joue la fille donc de Nick Cage et Kathleen Turner, qui est en train de se préparer pour aller à cette réunion, un petit peu cette réunion des anciens du lycée. Et en fait, la promo 1960, et donc juste pour faire le pitch, au fur et à mesure de la soirée, elle va être nommée reine du bal, elle va tomber dans les pommes et elle va se réveiller 25 ans plus tôt, donc en 1960, et là elle va revivre pendant plusieurs jours sa vie qui était la sienne, la fin des cours notamment, et sa relation avec Nicolas Cage, qui après deviendra le père de ses enfants et son époux. Et en fait, voilà, c'est cette question de la représentation qui me paraît importante, parce que finalement, qu'est-ce qui se cache derrière Francis Ford Coppola, l'artiste, l'artisan, ou celui à qui on file, ou le réalisateur qui accepte des commandes? Qu'est-ce qui se cache derrière ces personnages de Peggy sous ses mariés? Quels sont leurs traumas? Est-ce qu'ils ne sont pas toujours en représentation contemporaine? Et qu'est-ce qui se cache derrière un petit peu ce passé qui fait que leur existence se retrouve morne, enfin plus ou moins morne, mais du moins en déliquescence dans les années 80. Et en fait, ce plan-là est absolument vertigineux, dans le sens où en plus il rebondit avec la fin du métrage. Et Peggy sous ses mariés m'a fait un très très bel effet. C'est un film que je n'avais pas vu de Coppola. Il m'a fait un très très bel effet parce que c'est un film qui a une mise en scène d'une évidence hallucinante. Alors, il y a très peu de films qui procurent cette sensation-là, mais tu as l'impression que... Alors, Coppola reste un immense formaliste, hein, je ne vais pas vous refaire tous les plans absolument magnifiques du Parrain et du Parrain 2 ou d'Apocalypse Now, où là, tout est analysable, suranalysable, discutable. C'est d'une richesse inouïe. Et en fait, derrière ce petit film de commande-là, on se retrouve avec un montage extraordinaire, une direction de la photo extraordinaire. Alors c'est Jordan Cronenweth qui était le dire photo du Blade Runner de Ridley Scott, donc un mec qui est pas trop manchot, mais voilà, c'est un film qui me semble assez vertigineux, au-delà de son postulat fantastique sur lequel on pourra revenir plus tard. Un postulat donc fantastique, donc assez vertigineux, avec ce retour dans le temps qui allait un petit peu à l'époque, parce que c'est un film qu'on peut retravailler à l'orée de Retour vers le futur de Bob Zemeckis, qui se situe peu ou prou à cette période-là. Ouais, mais c'est pas, donc où il y aurait un certain mouvement de nostalgie pour les années 50. Il y avait ça aussi dans les romans de Stephen King à la même époque, dans ça notamment. Donc c'était un peu un genre de mouvance de revenir vers un âge d'or doré a priori qui serait la fin des années 50, le début des années 60 aux USA. Enfin, une ère fantasmée justement, un petit peu de liberté, de rock'n'roll, une hypothèse de libération sexuelle et de tout ça, bien sûr, d'avant la guerre du Vietnam, qui va un peu briser les illusions du rêve américain, quoi. Et en fait, c'est ça. Et on pourrait croire que Coppola aurait pu traiter ce sujet par-dessus la jambe. Enfin, je veux dire, ça reste une œuvre de commande. Il fait c'est bon, j'y vais, j'encaisse le chèque. Parce que bon, il faut bien rebondir après l'échec de Zoetrope, mais... Il a déjà fait plusieurs fois, en plus, après, par la suite, de prendre juste le chèque pour faire un film. Voilà, mais ici, il y a une telle évidence. Donc, j'avais dit, le montage est absolument merveilleux, la direction de la photo est absolument merveilleuse. La direction d'acteur, même si Jim Carrey, tu sens les mimiques de Jim Carrey qui commencent à arriver, donc ça reste fascinant par rapport à la figure Jim Carreyesque, ou Jim Carreyienne, je sais pas comment on peut dire ça. Mais ce sens du cadre absolument merveilleux, cette volonté de ne pas surdécouper, bien entendu, sa scène, de laisser les personnages vivre dans une échelle de plan. On va très peu dans le gros plan, les personnages vivent dans cet univers fantasmé, rêvé, fantastique. On ne sait pas trop, parce que le film, bien entendu, en tant que grand film fantastique, va toujours rester indécis par rapport à ce retour en arrière. On ne sait pas, en fait, si Turner
le personnage de Kathleen Turner revient vraiment en arrière ou si elle rêve. Alors il y a 2-3 indices de ci, de là qui pourraient faire croire que finalement elle rêve. Mais bref, ça reste une indécision qui est absolument merveilleuse. Et Coppola est dans une maîtrise ici formelle, thématique, qui est bien heureuse, et ce côté bienheureux reste assez paradoxal parce qu'on dit beaucoup que Peggy Sue est un film nostalgique, une évocation très très belle du passé. Et en fait, moi, je trouve que c'est un film absolument tragique, même pas mélancolique. C'est d'une tristesse. C'est un film d'une tristesse absolue en fait. Et ça, du coup, ça va rebondir avec ce qu'il a fait l'année ou les 2 ans après avec son Jardin de Pierre. Surtout qu'en plus la même année en 1986 pour le coup en termes formels il fait l'excès inverse puisqu'il fait son film pour Michael Jackson Captain EO qui est à moitié un genre d'attraction où là pour le coup il en fait bien des caisses en termes de mise en scène. On dirait un peu qu'il essaie de faire son George Lucas mais en raté quoi. Donc c'est vrai que la même année t'as vraiment les 2 excès possibles chez Coppola. Justine. Alors moi je rebondis sur ce que Thibaut vient de dire en parlant d'un petit film. Je suis pas vraiment d'accord avec ce postulat-là. Pour moi, ça reste un grand film dans le sens où il draine quelque chose de très très viscéral, qui est pour moi de la mélancolie, mais une mélancolie à la fois historique, c'est-à-dire comme tu le disais. Thomas, un retour dans le passé, un âge d'or de ces années 40 et 40 et 50 qui étaient vraiment de belles années de prospérité, compagnie, des choses assez rebattues quand même en termes de thèmes de cinéma, avec toujours des très beaux plans sur des jolies voitures, avec des couleurs très vives, des costumes très léchés. Mais je trouve qu'il y a une dimension intime de la mélancolie où on sent qu'il a mis de lui-même dedans alors qu'à la base c'était vraiment un film de commande, mais qui s'est complètement accaparé le projet. Et moi, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est comment il n'y a pas de jugement sur le fait que Peggy, on ne sait pas si elle décide d'elle-même de retourner un peu dans le passé par le rêve ou si par une forme fantastique elle y retourne, mais en fait elle ne change pas ses choix à aucun moment et elle veut juste revivre une deuxième fois cet âge d'or qui a été pour elle son adolescence, sa petite vingtaine, et elle se remarie en fait. Et je trouve que cette force-là c'est une comédie de remariage. Exactement, tout à fait. Et c'est en ça qu'il traite encore une fois le thème mélancolique de la comédie de remariage qu'on a déjà vu chez Hawks dans les années 30 et 40. Et il y a quelque chose de très très fort et vraiment très abouti dans le sens où jamais le personnage ne va faire de choix contraires à ce qu'il aurait pu faire. Il va rester et persévérer dans son être. Moi, je trouve que c'est en ça que ça reste, pour moi, en tout cas, un très très grand film. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Ça aurait été un petit peu tarte à la crème si elle refaisait un petit peu, si elle déviait un petit peu de ses choix passés pour se construire un meilleur futur. Et voilà, ça aurait été. Je pense que le film aurait perdu de sa puissance parce qu'en fait, derrière ce que fait ou ce que ne fait pas du coup Peggy Sue, c'est ce que n'a fait ou n'a pas fait Coppola dans le Francis Ford Coppola Universe, j'ai envie de dire, en tant que réal, scénariste, producteur. Il s'est cassé la gueule, certes. Bon, il assume, mais est-ce que finalement, à revenir dans le passé, il ferait les choses différemment ? J'en suis pas convaincu. Il l'a dit là, dans un entretien qu'il a donné à Marco Susal dans Les Cahiers. Il le dit lui-même qu'à aucun moment il a envie de refaire la même chose. Il veut toujours expérimenter et c'est ça, vraiment persévérer dans une forme d'art qui lui est très propre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas apposer un genre, on ne peut pas apposer des décisions et lui ne reviendra jamais sur ces décisions-là, il les vit pleinement. Et je trouve que c'est en ça que Peggy peut aussi avoir des petites similitudes avec la personnalité de Ford qui continue là encore. Il veut encore ressortir un film à un budget faramineux. Megalopolis, qui est son vieux projet de 25 ans qu'il tente de faire. Mais après, sur la question de refaire les choses, je trouve que Coppola a quand même parfois d'une mauvaise foi parce que lui-même, il n'arrête pas de refaire ses propres films. Il a encore refait un montage du Parrain 3 qui est sorti à la fin de l'année dernière. L'année dernière, on a aussi une nouvelle version de Apocalypse Now. Il a fait des montages différents
sur Conversation secrète, sur Dracula, sur à peu près tous ses films. Alors certes, la plupart des films, il veut les ressortir justement pour se refaire de la maille, pour pouvoir monter son projet Megalopolis. Donc c'est principalement pour ça qu'il a refait un montage du Parrain 3, qui était déjà un film qu'il avait fait uniquement pour des raisons financières, parce que son studio à la fin des années 80 était encore en train de se péter la gueule, donc il fallait qu'il se renfloue en faisant le Parrain 3, et donc tout le monde a été payé rubis sur l'ongle, sauf Robert Duval. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a refusé de faire le film, parce que Coppola ne voulait pas le payer à son tarif habituel, et ça, Robert a dit non, et Robert a bien raison. Mais donc voilà, lui-même, c'est vrai qu'on pourrait voir dans Peggy Sue le fait que et comme disait Justine, que c'est ça qui est beau, c'est que finalement elle ne veut pas essayer de réparer les erreurs qu'elle aurait fait, soit en choisissant le mauvais mec, en allant pas plutôt avec un tel qu'avec un tel. Finalement, elle va surtout essayer de se faire de nouveaux souvenirs avec sa famille, plus qu'avec ses amants ou avec quelques sentiments de liberté en partant sur la route avec un putain de pique-nique, quoi. Parce qu'il y a notamment vers la fin toute la séquence où Eva, au lieu d'aller faire la fête justement et de vivre sa grande vie de liberté de jeune fille, elle va voir ses grands-parents pour une dernière fois avant qu'ils ne meurent. Alors après je dis qu'on pouvait faire un petit parallèle. En fait, juste pour revenir sur ce que disait Justine, et puis par rapport à ce qu'a fait Francis Ford Coppola, par rapport à ses remontages, il y a ces 14 millions de versions de Apocalypse Now et tout ça, c'est ça qui est paradoxal et qui rend le cinéaste absolument passionnant, c'est qu'en fait, il dit, moi j'assume, j'ai pas envie de refaire, je ferai les mêmes erreurs, et en même temps, il peut pas s'en empêcher, mais voilà, cette dialectique-là, en fait, rend le cinéaste passionnant. Mais moi, il me semble que dans son fort intérieur, il n'a pas envie de changer les choses. Et en fait, c'est ce qu'il nous raconte dans Peggy Sue. Après, il y a ce côté j'assume mes choix. Tu l'as dit, ça, on se voit très bien dans la comédie de remariage. Hein. Je vous invite bien entendu à revoir ces deux ultra chefs-d'œuvre que sont La Dame du Vendredi de Hawks et New York Miami de Capra. Putain, mortel. Surtout La Dame du Vendredi qui est hallucinant de maîtrise, le film le plus rapide de l'histoire du cinéma. C'est super drôle en plus. Et en fait, Peggy Sue s'inscrit un petit peu dans cette logique-là, c'est-à-dire qu'il y a côté mélancolique, mais on va assumer, et on va assumer derrière quelque chose, on va assumer un temps qui passe. Et le temps qui passe est hyper important chez Coppola par la suite, parce que ça va être ce qui va drainer un film que moi je vénère absolument. Alors je sais qu'il est hyper boursouflé, tarte à la crème, tout ce qu'on veut, c'est son Dracula. Mais c'est un film qui me fascine absolument, que je revois avec un plaisir toujours bienvenu. Et en fait, c'est un grand film sur le temps qui passe. Et Coppola... C'est parce qu'il y a Winona Ryder dedans, donc t'es pas objectif. C'est vrai. C'est pas faux. Winona... c'est vrai, Winona. Ouais. C'est vrai. Mais en fait, voilà, c'est quelque chose qui le questionne. L'homme sans âge, pareil, c'est quelque chose que Coppola va questionner. Et en fait, il commence déjà avec Peggy Sue, et ça va prendre une espèce d'apothéose avec son Dracula. Et du coup, derrière cette œuvre de commande-là, voilà, il y a des choses qu'on peut mettre en parallèle avec sa dimension d'espèce de nabab hollywoodien. On va retrouver des choses qui vont irriguer sa filmographie future. Et en même temps, c'est un film qui reste pas cadenassé, parce que c'est un film qui est assez libre. Et je pense qu'il n'y a pas de passéisme. Voilà, c'est ça où je voulais en venir, c'est qu'il n'y a pas de passéisme dans ce retour en arrière. Tu l'as dit, Justine. Les années 60, c'est tarte à la crème. Hein, je ne vais pas faire un cours d'histoire américaine, mais en gros, c'est le début de Kennedy va mourir, Johnson va prendre le pouvoir, il va créer le concept de nouvelle société. Après la nouvelle frontière, ça va être la nouvelle société de Johnson. Donc là, on va être dans ce que l'Amérique a fait de plus grandiose, ou ce qu'elle considère comme ce qu'elle a fait de plus grandiose. Et en fait, on n'est pas du tout dans cette logique américaine graffiti-est ou George Lucas-est. En fait, il n'y a pas quelque chose de réac dans ce retour en arrière. On revit les choses, mais on les assume. Et finalement, vu que c'est une comédie de remariage, on va retrouver cette même trajectoire. C'est en ça que le film peut être vu de manière tragique. C'est qu'en fait, on peut aussi voir le film comme ta trajectoire, elle est balisée. Et c'est ça qui peut être vu comme terrible. Ça peut être aussi très très beau, parce que ce qui est tragique, ce qui est tragique est forcément beau. Mais il y a un petit côté pessimiste qui derrière ces belles voitures, ces beaux costumes, ces beaux néons, en fait, irrigue Peggy Sue et irrigue un petit peu ce qu'est la psyché de Coppola au milieu de ces années 1980.
cette tristesse va après se concrétiser avec Jardin de Pierre, bien évidemment. Ouais, parce que justement, on va revenir là sur Jardin de Pierre, mais entre les deux tournages, donc alors qu'il commence à préparer Jardin de Pierre, il y a son premier fils, son enfant qui s'appelle John Carlo, qui meurt dans un accident de bateau alors qu'il a 22 ans. Donc évidemment, ça va beaucoup travailler Francis Ford Coppola, parce que de toute façon, la question de la famille et la question de la transmission sont des choses qui reviennent constamment dans son œuvre. Ben, on le voit justement dans Peggy Sue quand c'est sa fille Sophia qui fait beaucoup d'apparitions, qui joue la petite sœur de Kathleen Turner. Et on la voit à la fois là dans le champ, mais elle est toujours évincée. Et ça, il y a cette, je trouve ça très beau, parce que du coup, on sait qu'il a envie de vraiment faire participer sa famille, que c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Mais en même temps, faut toujours laisser la porte ouverte. Et, voilà. Et malheureusement, il laissera la porte un peu trop grande ouverte à Sofia Coppola dans Le Parrain 3, où elle va quand même, c'est quand même largement un des plus gros défauts du film. Mais vous êtes extrêmement méchant. Non, on peut en penser de ce qu'on veut de Sofia Coppola comme metteuse en scène si tu veux, mais comme actrice, je pense qu'elle-même a compris assez vite que clairement elle n'était pas comédienne, quoi. Après, ce qui est rigolo par rapport à cette transmission et la puissance de la famille, c'est qu'il faut revoir le making of de The Virgin Suicide, donc le premier long de Sofia Coppola, où t'as papa Francis qui est hyper fier, qui est là dans son costume de producteur, mais en même temps il y a la tata Talia qui est là, voilà, mais en même temps on boit du vin, on mange et puis on fait des grands banquets avec tout le monde là, on est bien, en gros, on est bien. Et la boucle est bouclée, parce qu'en plus c'est Turner qui joue la mère des filles dans Virgin Suicide, donc elle jouait sa sœur, et là elle joue la mère, donc il y a vraiment une forme de boucle qui se met en place. Et par rapport au décès de son fils, faut revoir la représentation qu'il en fait dans Twixt, qui est son dernier film en date, qui date de 2012, avec Fat Val Kilmer, très beau film, et la sœur Fanning. J'avais trouvé ça absolument abominable, moi personnellement, c'est très beau. Mais effectivement, sur la question de la mort de son fils, il essayait d'y revenir plus de 25 ans après, donc sur essayer de le mettre en scène et essayer d'en faire son deuil, qui de toute façon est un deuil impossible quand un père met en terre son enfant, et cette question du deuil est pour le coup extrêmement prégnante dans Le Jardin de Pierre, et je pense beaucoup plus que ce que Coppola ne l'avait imaginé au départ. Donc on va écouter un extrait de Jardin de Pierre et on en parle tout de suite après. What's your name, soldier? Willow, Sergeant Major. I like the Army, Willow. I like it fine, Sergeant Major. Mm-hmm. You take biology in school, soldier? Yes, Sergeant Major. How do worms copulate? They don't, Sergeant Major. They use asexual reproduction. Mm-hmm. Interesting concept. Tell me, Willow, any idea who first came up with that notion? Reproducing without sex? Your wife, Sergeant Major? Forget it, fellas. No gigs on this platoon. Make it through clean. Wild man! Yum, 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 said the big hungry bear. Let's just see what we got here. Gracious me. Pray. Who you got babysitting this kid, Clell? Mr. Asexual Reproduction? Well, I think I know what that is, but I don't know what he does. Sergeant Hazard.
Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était un extrait de Jardin de Pierre, Garden of Stone de Francis Coppola, film de 1987 avec notamment James Caan et James Earl Jones qu'on vient d'entendre dans cet extrait. Un James Earl Jones qui est absolument merveilleux dans le film, hein, qu'on connaît plus pour être la voix de Dark Vador et surtout jouer Tulsa Doom dans Conan le Barbare de John Milius en 1980. John Milius dont on reparlera dans les semaines à venir. Mais en tout cas, donc c'est immense acteur, pure voix, donc qui aussi pour nos amis anglophones jouait le rôle de Mufasa dans Le Roi Lion en 94. Et donc James Earl Jones et James Caan jouent des militaires d'un genre qui appartiennent à une section un peu particulière, puisque c'est la section qui est chargée de rendre les derniers hommages aux soldats américains qui sont tués, là en l'occurrence aux soldats américains qui sont tués sur le front du Vietnam, enfin encore que sur le front du Vietnam. Comme on le dit plusieurs fois dans le film, justement la question du Vietnam, c'est qu'il n'y a pas de front. Et un jour, il y a un jeune soldat qui arrive, qui s'appelle Jackie Willow, qui est donc très vite, on dirait, pris en affection par le personnage de James Caan, qui se reconnaît un peu en lui, parce que lui, c'est un jeune qui trouve que c'est pourri d'être dans cette section mortuaire, on va dire. Lui, il voudrait vraiment aller au Vietnam pour faire la guerre, car il a une haute idée de l'Amérique. Il se considère comme un vrai patriote qui doit aller en guerre et combattre pour l'oncle Sam contre ces putains de communistes vietnamiens. Le perso de James Caan, lui, ne peut pas bouger de cette section-là. Il est bien emmerdé aussi parce que lui, ce qu'il aime, c'est la bagarre. Et donc les deux vont assez vite rentrer en amitié et un certain rapport père-fils, une vraie filiation, on va dire, va se créer entre les deux, et évidemment ça ne va pas se passer comme prévu. Il va y avoir un drame, un personnage va mourir, et là ça va aussi changer tout à fait les relations entre les personnages. Donc film signé Francis Coppola, qui est qu'on cite quand même, je trouve, très rarement dans sa filmographie, y compris dans les films des années 80. On aura plus tendance à parler de The Outsiders, par exemple, enfin, les trucs plutôt du début des années 80. Et celui-là, c'est un peu comme après avec l'Idéaliste ou bien c'est Tucker, ils sont totalement oubliés quasiment, et finalement à le revoir, c'est un film qui paraît assez mineur, assez sobre, parce que très beau, très classique dans sa mise en scène. Justement, il n'y a pas beaucoup d'excès de formalisme comme Francis Coppola avait pu nous habituer avec ses films précédents, ou même certains de ses films après, comme son Dracula par exemple, dont parlait Thibaut tout à l'heure. Là, en l'occurrence, c'est très sobre, c'est très doux, c'est très beau, ça laisse la place à de purs numéros d'acteurs, notamment un James Caan qui a rarement été aussi émouvant et surtout aussi on va dire dans une retenue, alors que souvent c'est plutôt un acteur qui a un peu tendance à faire des démonstrations physiques et de force, parce que c'est quand même quelqu'un qui a un corps qui bouge hyper bien et qui sait vraiment mettre en valeur. Là, au contraire, je trouve qu'il est beaucoup plus hors trait en termes physiques, et il y aura beaucoup plus de plans justement sur son visage et sur son regard notamment, et sur le regard qu'il va porter sur le sergent Willow. Donc c'est un film qui est assez étonnant et qui effectivement en termes de dramaturgie et en termes de drame et d'émotion que le film va susciter, et je trouve un des films les plus forts de ce point de vue-là de Francis Coppola. Justine. Alors moi j'ai été très très heureuse de découvrir ce film-là, et je pense, comme je l'ai vu après Peggy Sue, que j'ai fait peut-être une analogie entre les deux dans le fait, dans la construction même du film, c'est-à-dire que le premier plan, en fait on a la mort du personnage, on a l'enterrement, on a tous ces visages. Ça démarre comme une tragédie, quoi. Exactement, tout à fait. Sur ce fameux cimetière américain de soldats morts en combat. Et du coup, on commence avec des visages, et on n'arrive pas bien à cerner en fait les liens qui s'opèrent à ce moment-là. Et du coup, tout le film va jouer là-dessus, à recréer les liens. Donc d'une part James Caan qui a cette figure hyper paternelle pour Willow, parce que du coup il a été à la guerre en Corée et au Vietnam avec son père, donc il le prend vraiment sous son aile. Il y a la rencontre que je trouve magnifique avec Angelica Houston, que je trouve vraiment formidable dans le film, qui a cette figure un peu libérale, un peu pacifiste, qui est vraiment plutôt antimilitariste. Une journaliste justement Exactement. qui va tomber amoureuse du perso de James Caan, qui lui est un pur militaire de carrière, qui serait vu un petit peu partout comme un genre de gros facho, alors qu'elle c'est elle, la libérale, écologiste. Mais elle arrive à l'amadouer, elle arrive à exactement en faire quelqu'un de très très sensoriel. Et après il y a cette figure du sergent-major qui est
été très bourrue, beaucoup plus brute de décoffrage. Et tous ces liens-là se tissent entre eux. Et finalement, ça nous parle vraiment d'un lien, d'une fratrie, en fait, qui est dédiée aux États-Unis. Et c'est très particulier, je pense, le discours là-dessus. On peut le voir suivant certaines lectures. On n'arrive pas à savoir où est-ce que Coppola se place par rapport à cette guerre qu'on ne voit jamais dans le film. Je trouve que ça, c'est un pari très beau. Même quand Willow, finalement, à la fin du film, part à la guerre, il disparaît complètement du champ. On n'a plus que des brives comme ça dans les conversations. Des images d'archives, des images d'informations. Exactement. Et du coup, il y a cette construction de la famille, des liens entre les hommes qui s'opèrent et que je trouve très très belle. Donc voilà. Mais c'est vrai que le film est assez étonnant dans cette manière qu'il a d'opérer une fausse cellule familiale, donc entre les militaires, soit entre les vieux militaires, les jeunes, et puis le perso de Houston, et une ancienne petite amie que le sergent Willow va retrouver par la suite, pour justement recréer une plus grande famille qui va être assez étonnante, où il y aura de vraies discussions justement sur la guerre, sur l'intérêt ou non de mener la guerre du Vietnam, sur les rapports qu'auront les vétérans de la guerre du Vietnam par rapport aux vétérans des guerres précédentes, et sur l'effet que ça va avoir sur le pays. Qui est un film qui est assez étonnant, qui effectivement paraît très doux dans son déroulé, très simple, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup d'effets de mise en scène, c'est vraiment plutôt élégant, ça se rappellerait, ça le rapprocherait plus pour le coup d'un certain cinéma qui pourrait être vu comme académique, ce que Francis Ford Coppola, disons qu'il n'est pas souvent rattaché à une forme pareille, et là qui est assez étonnant. Et c'est pour ça, je trouve que contrairement à d'autres de ces films où il va être dans l'emphase, comme dans Les Parrains par exemple, justement pour montrer les grands sentiments familiaux, les pertes, le deuil, machin, là il est beaucoup plus en retenue, ce qui est assez étonnant, et ce qui est alors que pour lui c'était aussi un film de commande, une fois de plus. Complètement. Et il y a quelque chose qui s'ajoute à ça, c'est l'image, comme je le disais tout à l'heure, de l'Amérique, vraiment en tant que patrie. On sent quand même qu'il y a des affects qui se jouent chez les personnages. À chaque fois, ils ne cessent de répéter que la guerre, ils savent pas trop pourquoi, mais par contre, la patrie, là, ils savent bien. Et je trouve le moment très fort à la fin où la petite amie, la veuve de Willow, serre le drapeau américain. Finalement, c'est la seule figure qui lui reste de son mari, qu'on n'a plus vu depuis qu'il est parti, qu'elle n'a bien sûr plus vu non plus, et ce qui lui reste seulement, c'est ce drapeau américain qu'elle serre en pleurant, parce que il était tellement dévoué à la nation qu'il en a perdu sa vie en fait. Ouais, c'est vrai que plus qu'un film sur la guerre, ou enfin soit sur la guerre du Vietnam, sur le front, c'est sur qu'est-ce qui resterait de l'Amérique justement après la guerre du Vietnam. Donc là, c'est un film qui fait plus de 12 ans après la chute de Saïgon, donc en avril 75. Donc il va avoir, comme on a dit, comme beaucoup des films de cette décennie-là, un regard rétrospectif, et il va tenter de faire des analyses justement sur la question de l'Amérique, qui de toute façon est la grande question qui intéresse tous les cinéastes américains. Qu'est-ce qui fait l'Amérique? Qu'est-ce qui fait que un Américain est un Américain? Et pourquoi est-ce que l'oncle Sam est quand même le plus grand pays du monde? Mais pourquoi est-ce que ça merde tout le temps? Après, Thibaut, j'ai une question par rapport à Jardin de Pierre. Donc, moi, je peux difficilement en parler vu que ça fait très longtemps que je l'ai vu, mais il me semble qu'à cette époque-là, donc il y a Rambo 2 qui est pas si loin. Il y a Les Portées Disparues. Il y a Les Portées Disparues avec Chuck qu'il faut bien entendu voir. Il y a Retour vers l'enfer avec Gene Hackman. Il y a toute une série de films revanchards justement sur la défaite du Vietnam. Et comment en fait on peut situer Jardin de Pierre. Donc ça, ce sont des films qui retravaillent le front vietnamien. On y retourne. Cette fois, on y va pour gagner. On va faire ce qu'on a à faire. Après, il y a les personnages vont avoir des trajectoires, on va dire plus ou moins incertaines. Entre le personnage de Gene Hackman dans Retour vers l'enfer, le personnage de Chuck Norris dans Portée disparue. Voilà, on peut. Mais Chuck Norris n'a jamais vraiment de voilà, ligne. Il a juste une destinée. Oui, voilà, ouais. Il est enfermé. Mais voilà. Mais ce qui est intéressant dans ce film-là, c'est bien entendu, c'est de retravailler ce passé vietnamien, ce passé guerrier,
en ne le filmant pas. Et ce refus de la représentation, finalement, c'est ce qui fait la plus grande force de ce film-là. Et c'est peut-être ici que ça procure le plus d'émotion, parce que si on aurait vu trop d'images du Vietnam, c'est pareil que ça aurait été tarte à la crème. C'était des choses qu'on voyait dans la décennie. Ouais, voilà, je rappelle qu'on on est à bloc, hein, c'est Reagan à Burn. Surtout qu'à la même époque, pour le coup, il y a Oliver Stone qui sort Platoon en 1987, où là, pour le coup, ça va déborder d'images du front, d'images de guerre, en se concentrant justement sur une petite escouade et puis un petit groupe d'hommes, où donc il va prendre un peu l'excès inverse du film Coppola de 1979 ou tout comme ça, quoi. Ça va être beaucoup plus resserré, mais plus de 10 ans après la guerre, c'est encore des choses qui visiblement les travaillent et puis les questionnent, puisque c'est la guerre du Vietnam qui était une guerre qui à l'époque n'était pas commune, qui était une forme de guerre qu'il n'avait jamais connue, justement puisqu'il n'y a pas de front et qu'on ne voit pas l'ennemi, puisque l'ennemi est perpétuellement caché, il fait des attentats, enfin on sait qu'ils ont échafaudé une manière assez moderne de faire la guérilla du point de vue des Viet Cong. Donc ce qui était une guerre qui a traumatisé les USA, parce que d'une, ils l'ont perdu et ils sont infoutus de savoir pourquoi est-ce qu'ils ont perdu. Et c'est vrai que Jardin de Pierre est un film, si on prend le corpus cinéma américain lié à la guerre du Vietnam des années 80. C'est infini, quoi. Alors, c'est infini, et Jardin de Pierre, en fait, est rarement cité, me semble-t-il. Hein. On parle beaucoup, à raison, hein, bien entendu, du platoon de Stone. On parle bien entendu beaucoup, à raison également, hein, des portées disparues de Chuck Norris. On parle de Deer Hunter aussi, de Cimino. Avec Chuck Norris. Mais Jardin de Pierre reste un film... C'est un film qui est mal aimé, parce que mal vu, je pense parce qu'il est mal vu. Mais la grande question, est-ce que Coppola avait vraiment envie de retourner filmer du Vietnam ? Le tournage d'Apocalypse Now avait tellement été une apocalypse. Hein, ça a été compliqué. Ça a été compliqué, donc il avait déjà réalisé des images qui sont absolument indélébiles, qui sont gravées à jamais dans la mémoire du cinéma mondial. Pourquoi finalement aller refaire, pourquoi retourner dans le passé ? Je veux dire, ça n'aurait strictement servi à rien. C'est ce que disait Justine tout à l'heure, justement, le fait de ne pas vouloir refaire les mêmes trucs, quoi. Parce que quitte à refaire un film sur la guerre du Vietnam, c'est sûr que après son film de 79, ça sert pas tellement à grand chose, quoi. Parce que c'est juste que tu vas tirer dans tes propres pieds, quoi, en faisant un truc comme ça. Oui, puis lui, je pense que ce qui l'intéresse, parce que certes, comme on l'a dit tout à l'heure, il adore remonter ses films et les remonter, les ressortir, recouper, mais il retravaille un matériel qui est déjà préexistant, un matériau qui est déjà là. Et il retourne pas de scène. Exactement, c'est ça. Mais par contre, il va jamais faire 2 fois le même film. Je veux dire, là, s'il avait voulu refaire un Apocalypse Now, c'était pas possible, parce que je pense que pour lui, c'était inenvisageable. Et puis, de toute façon, personne lui aurait filé de la thune pour le faire. Personne, absolument personne. Donc, il a fait quelque chose qui est vachement plus intimiste, qui est beaucoup plus, qui est beaucoup plus dans la pudeur, dans la retenue, mais qui est quand même, je trouve, à certains moments un peu burlesque, voire absurde dans ces liens qu'il y a entre eux, dans cette caserne qui vit un peu en autarcie. Il y a quelque chose où des fois ça part un peu en vrille, et je pense que c'est quand même des trucs hyper triviaux, des blagues de corps de garde, justement. Complètement. Ou quand l'humour de brigade. Oui, voilà. Ou quand le sergent-major est invité chez James Caan, direct, il en a que pour les nichons de sa nouvelle copine. C'est vraiment, il y a des moments comme ça, voilà, de ça part un peu des étincelles d'absurdité totale, et je pense que c'est peut-être aussi pour contrebalancer le fait qu'il se passe au loin un truc absolument tragique, et qu'il n'avait pas du tout envie d'aborder cette guerre-là de nouveau sur le front. Je pense que ce qui l'intéressait beaucoup plus, c'était de voir ce qui se passe derrière et comment les gens arrivent à tirer les ficelles et à se remettre sur pied dans cette espèce de brouhaha ambiant qui n'a finalement plus du tout de sens. Où justement il y aura un personnage qui va mourir, donc le perso de Willow, ça va être comme si le fils de James Caan lui-même mourait, donc évidemment pour Coppola c'est un truc qui va prendre très à cœur, et la scène et la manière dont James Caan l'apprend et puis l'accepte, justement, n'est pas dans l'excès, ça va être quelque chose de très feutré, de très doux, d'hyper rentré, et avec très peu de dialogue, et justement je trouve que ça va décupler la douleur et la violence
que reçoit en pleine tête le perso de James Caan. D'autant plus qu'on aurait pu s'attendre, vu que le montage du film est fait de façon c'est un grand flashback sur 1 ou 2 ans à peu près, on aurait pu s'attendre à une explosion à la fin qui, comme tu le dis, n'advient pas du tout. C'est très calme, c'est très feutré. Il l'apprend par un de ses interlocuteurs alors que il était en contact, il essayait d'être en contact avec lui, mais du coup il n'y a pas du tout de... C'est ça, il y a pas quelque chose de grandiloquent, on n'en fait pas des caisses, et c'est assez beau. On peut revenir sur l'exercice comique un peu, parce que quand on parle de Francis Ford Coppola, la comédie, on va dire, c'est pas son genre de prédilection. Non, c'est pas le premier auquel on pense, quoi. C'est pas le premier et pourtant, général, parce que oui, c'est que quand il fait des touches comiques dans ses films, en général, c'est quand même souvent un peu gras du cul et ça tombe un peu à plat, quoi. Alors ça tombe un petit peu à plat peut-être dans Jardin de Pierre, et pourtant dans Peggy Sue ça marche à fond. Je trouve qu'il y a Regarde Jack avec Robin Williams, par exemple. Ah putain, je l'avais oublié celui-là. Ah bah oui, alors ça tout le monde l'oublie. Donc ça c'est bien boursouflé quand même. Ça c'est bien boursouflé. Oui, il essaye aussi de faire des trucs comiques, donc où Robin Williams joue un enfant donc de 4 ans qui a le corps d'un homme de 40, et donc on voit Robin Williams en culotte courte aller à l'école, tout ça. Bon, non, je préférais parler de Peggy Sue, voilà, en fait. Où il y a un vrai il a eu des ratés aussi, un gros Francis. Il y a un vrai bel humour en fait. Alors bien entendu, c'est pas un film comique, mais il y a des touches humoristiques qui sont réellement bien senties, et des touches comiques à base de dialogue. On n'est pas dans le gag, on est vraiment dans la blague. Avec Nicolas Cage, avec sa meuf qui veut l'embrasser puis qui lui touche la bite, il fait putain mais ça va pas, et elle est folle celle-là. Il a du mal à dire le nom. That's my wang. Mais du coup dans Peggy Sue la comédie fonctionne, je trouve que la comédie fonctionne très très bien, parce que des acteurs de talent, bien entendu, parce qu'ils laissent la place du coup à la blague. La blague peut vraiment exister, parce que son cadre est suffisamment relâché, suffisamment ample pour que les acteurs, pour que les acteurs puissent en donner à cœur joie. On dit à cœur joie, ça se dit, oui. Donc voilà, moi ça avait été une agréable surprise en fait, moi, pour revenir un petit peu sur Peggy Sue, de voir que le bon père Francis en fait maîtrise le drame comme pas deux, bien entendu, mais maîtrise également un petit peu la comédie, et ça fait du bien en fait de voir ce cinéaste là s'ouvrir légèrement à un genre dont il n'est pas, on va dire, le maître étalon. De toute façon, de manière générale, dans le nouvel Hollywood, les mecs, c'était pas vraiment Joe les rigolos. Non, c'était pas des rigolards. Non. J'ai l'impression que le plus drôle, c'est peut-être Brian De Palma, donc c'est dire. Mais après, Brian, c'était le meilleur de tous aussi, donc c'est pour ça qu'il pouvait tout faire. Ben oui. Voilà, on va s'arrêter là, messieurs, dames. Donc, c'était les deux ressorties chez Carlotta de films de Francis Ford Coppola, donc Peggy Sue s'est mariée et Jardin de Pierre, disponible en DVD et en Blu-ray. On va passer au coup de cœur. C'est de la merde. C'est de la merde. Je voudrais que tout le monde s'imprègne. Merde. Tout le monde s'imprègne de cette C'est vraiment la plus grande merde des merdes. Carrément Fleuret. Alors moi, mon coup de cœur, ça va être un hommage. Oui. Ça va être un hommage footballistique, donc du coup à Julien Stéphan, l'entraîneur du Stade Rennais, qui a présenté sa démission pendant les vacances, donc on n'a pas pu en parler auparavant. On a fait une émission spéciale. Oui, voilà. Donc voilà, je m'associe au hashtag et puis au Roison Celtic Cop qui a déployé quelques banderoles dans le centre-ville de Rennes. Merci Julien, merci pour ces émotions, merci pour les émotions lors de la double confrontation face au Real Betis Séville. Merci à l'émotion. Coupe de France. Alors, Coupe de France, je vais revenir au match aller incroyable contre Arsenal. C'était absolument majestueux. Et bien entendu, merci à Julien pour ce discours qui va rester dans les annales du football français à la mi-temps de la finale de la Coupe de France. Et puis avec cette mini remontada. Chills, literal chills. Avec cette mini remontada lors de cette finale. Bon, voilà, de toute façon, on me repasse le match ou des résumés du match à peu près une fois par mois.
Mais voilà, repose-toi bien, Julien. Hein, si tu nous écoutes, repose-toi bien, tu en as bien besoin. On va dire un petit mot de bienvenue à Bruno Genesio, même s'il est lyonnais et franchement là, ça me fait bien chier. Ouais, putain, c'est pas gagné hein, quand même. Mais bon, Putain. on va dire bienvenue à Bruno. Hein, et puis, bon courage. Hein. Essaye de relancer un petit peu la machine. On en a besoin. Voilà, Justine. Alors, merci Thibaut. Et excuse-moi, je souscris absolument à ce que vient de dire Thibaut. Justine. Moi, c'est pas trop de foot, mais plus de golf. C'est la série de Larry David qui s'appelle Curb Your Enthusiasm, que je revois depuis, je pense, ça fait 8 ans que je la revois à peu près tous les ans. Et je trouve que ça reste un monument d'humour. Pretty good. Et pretty good. Et surtout, cet épisode Chicken, j'ai oublié le nom, entre un resto palestinien et un resto israélien, qui est absolument formidable. Voilà, une vraie série sur le conflit israélo-palestinien. Alors moi, ça va être deux choses assez différentes. Pour commencer, le film de Lewis Tegg, The Lady in Red, du sang pour un truand chez nous, production Corman de 79, qui est, on va dire, plus ou moins sur l'histoire de Dillinger, mais vu du point de vue de sa maîtresse et de son parcours donc durant la Grande Dépression. Donc le film pur prod Corman, tourné en 20 jours pour moins de $1 million, avec une super production design, un super casting, un scénario de John Sayles qui faisait ses débuts, qui est absolument prodigieux. John Sayles, c'est un immense scénariste, un immense cinéaste. Ouais. Donc vraiment une très très belle surprise, et comme quoi finalement avec l'école Corman quasiment jusqu'à la fin, il a su bien s'en tirer. Et dans un tout autre genre, mais beaucoup plus fauché, donc je l'ai revu hier soir avec grand plaisir. C'est le film de Robert Thomas, Mon curé chez les Thaïlandaises, donc avec un casting 4 étoiles, donc puisqu'il y a Maurice Rich, il y a Jacques Balutin, il y a Darry Cole, il y a Daniel Prévost, Marion Gamme, rappelez-vous, on la voyait dans Les Bidas sans folie, le deuxième film des Charlots. Il y a Jacques Legras dans le rôle du chinois Ping, un film d'aventure, un film d'action, un film d'humour, avec aussi quelques scènes d'effeuillage, parce qu'évidemment ça se passe dans un bordel, donc il y a des plans nichons, en veux-tu en voilà à foison, c'est drôle, c'est léger, il y a quelques clichés évidemment qui ne nous sont pas épargnés sur la communauté chinoise et thaïlandaise, mais bon, que voulez-vous, ce sont les années 80, il y avait une certaine forme d'innocence et de pureté dans le racisme qu'on a pu que nous n'avons plus aujourd'hui. C'était là. Et voilà, donc j'ai pris beaucoup de plaisir à le voir. Ça dure 1h22, c'est formidable. Voilà, c'est la comédie française comme on l'aime. On va s'arrêter là. On va se retrouver donc la semaine prochaine pour parler notamment de films d'archives marocains et des Black Panthers. Merci messieurs, dames, donc dans un tout autre genre. Hein. Donc merci à Valentin pour la technique, merci à Anthony pour la régie de cette émission. Prochaine émission, prochaine édition. À ciao, bonsoir. Salut.